Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de l'étrange disparition de Tanya Mullinghaus. Alors, restez là. Cette histoire se déroule en Allemagne, dans la petite ville de Wuppertal. Nous sommes le 21 octobre 1998, il est 13h et Elisabeth Mullinghaus attend Tanya, sa fille de 15 ans, devant son lycée. Mais Tanya n'en sort pas. Pourtant, elle a spécialement appelé sa mère le matin même pour lui demander de venir la chercher à l'école. Sur le moment, Elisabeth trouve cela certes un peu bizarre, mais pense qu'il y a eu un malentendu sur l'horaire de la fin des cours. Alors elle rentre chez elle. Mais à 17h30, le téléphone des Mullinghaus sonne. C'est une amie de Tanya qui veut prendre de ses nouvelles et savoir comment elle va, parce qu'elle n'était pas à l'école aujourd'hui. Elisabeth comprend qu'il n'y avait pas de malentendu et que sa fille a disparu. Alors elle appelle la police. Tanya Mullinghaus est née le 11 mars 1983 en Allemagne. Elle est fille unique et a grandi avec ses parents dans une maison mitoyenne de la ville de Wuppertal. Tanya, en plus d'être très jolie, est une adolescente très gentille. Elle a un petit ami qui s'appelle Mario. C'est une adolescente très studieuse, qui aime l'école et qui a de très bons résultats scolaires. Elle est, à côté de ça, passionnée de danse. Son rêve est de pouvoir danser plus tard dans des comédies musicales. Elle veut en faire son métier. Mais en attendant, pour se faire un peu d'argent de poche, Tanya fait régulièrement du babysitting. Même si elle reste toujours respectueuse, Tanya commence quand même une crise d'adolescence certaine, et elle se rebelle contre les règles que lui donnent ses parents. Elle a, pour résumer, en quelque sorte besoin de liberté. Mais bon, elle n'a que 15 ans. Le matin du 21 octobre 1998, à 8h30, avant de partir à l'école, Tanya a appelé sa mère pour lui demander de venir la chercher à 13h. Elisabeth trouvera sa fille totalement normale, voire même plutôt joyeuse. Après ce coup de téléphone, Tanya se volatilise. Elle a un examen de latin ce matin-là qu'elle n'aurait jamais manqué. Tanya ne séchait pas les cours. On suppose qu'elle a préparé son sac et qu'elle s'est dirigée vers l'arrêt de bus. Lorsque le soir même, Elisabeth contacte la police, comme souvent malheureusement, ils vont minimiser la situation. Lui dire qu'elle a certainement fugué et qu'elle sera de retour d'ici quelques jours, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Résultat, aucune alerte, aucune recherche n'est lancée le jour même de sa disparition. Le 23 octobre, soit 2 jours plus tard, les parents de Tanya reçoivent une lettre. « Chère maman, cher papa, ne vous inquiétez pas trop, je suis en bonne santé et je serai de retour à la maison dans 2 ou 3 semaines. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de me chercher. Merci de prendre soin des lapins et du babysitting. Veuillez également conserver les choses que j'ai commandées. Inventez simplement quelque chose à dire à l'école. J'ai besoin de prendre de la distance et je vous contacterai la semaine prochaine. Bien à vous, Tanya. » Alors, dans un premier temps, ça les rassure. Mais regardez de plus près, ça les inquiète quand même un peu. C'est bien l'écriture de leur fille. Il y a des informations personnelles que seule Tanya pouvait connaître, comme les lapins, le babysitting, ou bien ses commandes en attente. Le problème, c'est que c'est pas du tout son style d'écriture. Alors ils en viennent à se demander si leur fille n'est pas retenue contre son gré et aurait écrit cette lettre sous la contrainte. Mais le 27 octobre, soit 3 jours après la première lettre, ils en reçoivent une seconde. Celle-ci est datée du 24 octobre et voici ce qu'elle dit. « Chère maman, cher papa, vous n'avez toujours pas à vous inquiéter. Je vais bien et je rentrerai le week-end prochain. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de me chercher. J'espère que vous avez ou aurez pris soin des choses que j'ai mentionnées et qui étaient importantes pour moi. Bien à vous, Tanya. » Contrairement à ce qui est écrit, Tanya n'est jamais rentrée chez elle le week-end suivant. La police scientifique a analysé les lettres. L'analyse graphologique révèle que c'est bien l'écriture de Tanya et son ADN est également retrouvé sur les lettres. Mais un second ADN inconnu y est aussi retrouvé, ce qui tente à prouver que Tanya n'est pas partie seule ou a rejoint quelqu'un. Les timbres ont aussi été analysés et nous révèlent que les lettres ont toutes deux été postées depuis la ville de Düsseldorf. Düsseldorf est située à 35 minutes de là où habitait Tanya. Mais personne ne parvient à expliquer pourquoi elle se serait retrouvée à Düsseldorf. Personne ne sait si elle connaissait quelqu'un là-bas ou non. La police interroge tous les proches de Tanya et rien n'en ressortira. Les parents de Tanya collent des avis de recherche partout où ils le peuvent. Mais malheureusement, les semaines, les mois et même les années passent sans aucune nouvelle de Tanya. Au début des années 2000, les Mullinghaus se séparent. La perte de leur fille est trop douloureuse et ils réagissent différemment face à la situation.
Le père de Tania était très énervé contre la police et il estimait qu'elle ne faisait pas le nécessaire pour faire avancer l'enquête et retrouver leur fille. Elisabeth, quant à elle, cherchait par elle-même et demandait de l'aide à la population. Il faudra attendre 2014, soit 16 ans après la disparition de Tania, pour qu'une personne se mette enfin à parler. Il s'appelle Patrick et il affirme avoir rencontré Tania en 1999 lorsqu'il travaillait pour un journal aux méthodes douteuses. Il explique qu'elle y travaillait aussi et qu'à côté de ça, elle se prostituait. Selon Patrick, ils ont débuté une relation amoureuse et Tania est tombée enceinte. Ils avaient prévu de quitter la ville ensemble pour élever leur enfant dans de bonnes conditions. Mais en décembre 2001, Tania aurait été abattue par son employeur dans une forêt près de Königswinter. Patrick qui a conduit la police, mais rien n'a été retrouvé là-bas. Aucun indice, ni aucun signe que Tania est passée par là. Après ces recherches infructueuses, Patrick disparaît complètement de la circulation. Alors ok, dit comme ça, on pourrait penser que c'est une histoire totalement délirante, mais ce qui a amené les enquêteurs à suivre cette piste sont les 74 pages du récit de Patrick contenant des détails et des informations confidentielles sur la vie de Tania qui ne pouvaient pas provenir des médias et qu'il n'a pas pu inventer non plus. Mais contre toute attente, 3 ans plus tard, en 2017, Patrick réapparaît avec de nouvelles révélations. Tania aurait survécu à ses blessures. Elle vivrait désormais à Francfort avec leur fille et aurait changé d'identité. Elle s'appellerait désormais Mélanie. Patrick, quant à lui, est incarcéré pour fraude et agression dans le centre pénitentiaire de Wolfenbüttel. Elisabeth ira le voir en prison, accompagnée de sa nièce. Il lui promet de parler à Tania de leur rencontre à sa sortie de prison et de tout faire pour qu'elle reprenne contact avec elle. Et quelques mois plus tard, Patrick recontacte effectivement Elisabeth. Il est bien sorti de prison et il est retourné vivre auprès de Tania et de leur fille Janie. Il lui envoie aussi quelques photos et décide d'organiser une rencontre. Mais la veille du rendez-vous, Patrick envoie un message à la nièce d'Elisabeth. « S'il vous plaît, ne dites pas à votre tante ce que j'écris. J'ai écrit à Tania hier soir, elle a peur et elle n'est pas certaine de pouvoir gérer ça. Je serai avec elle et Janie cet après-midi. Peut-être que vous pourrez parler au téléphone si elle est d'accord. Je vous recontacterai. Salutations, Pat. » Pas de coup de téléphone de Tania, mais plus tard dans la soirée, un autre message venant soi-disant d'elle. « Bonjour, je sais que cela semble assez dur maintenant, mais je ne peux pas venir, je ne peux tout simplement pas le faire, je suis vraiment désolée, mais dès que je te ferai face en personne, ma vie actuelle sera terminée et je serai à nouveau Tania. C'est ma décision et je dois aussi penser à mon enfant. Je vous recontacterai par téléphone dans les prochains jours, mais tout le reste prendra du temps. À bientôt, Mélie. » Ce sera bien évidemment le seul et unique message de sa prétendue fille. Car, tout comme les promesses de rentrer dans les 2 lettres de 1998, cette fois encore, Tania n'appellera jamais Elisabeth. Nous nous retrouvons 26 ans plus tard sans savoir si Tania est toujours en vie, et dans ce cas, elle aurait 41 ans aujourd'hui. Bon, pour commencer, j'ai du mal à comprendre ce qu'a fait la police durant toutes ces années, d'autant plus qu'elle avait 15 ans au moment de sa disparition, elle était mineure. Sa recherche aurait dû être une priorité, disparition volontaire ou non. D'autant plus que les lettres sont vraiment très étranges. Déjà, sur chaque lettre, il y a un numéro en bas, x1 pour la lettre 1 et x2 pour la lettre 2. Ça me laisse penser qu'elles ont été écrites le même jour, à la suite, et qu'on distingue la première lettre à envoyer de la seconde à garder pour envoyer plus tard. Ensuite, la première lettre n'a pas été datée, mais la seconde oui. Pourquoi ? Pour finir, dans les 2 lettres, elle demande toujours à ses parents de ne pas la chercher. Si Tania a bien écrit ces lettres de son plein gré, pourquoi elle insiste sur le fait de ne pas la chercher ? Sont-ils susceptibles de savoir où elle pourrait se trouver ? Si au contraire Tania a été forcée de les écrire sous la contrainte, cela prendrait cependant clairement tout son sens. Ensuite, il y a ce Patrick qui joue un rôle bien étrange dans cette histoire. Alors, est-ce que c'est un mythomane ? Ou est-ce qu'il y a un fond de vérité dans ce qu'il raconte ? Est-ce qu'il connaissait Tania ou pas du tout ? Est-ce qu'il aurait pu l'enlever ou même la tuer ? Il y a beaucoup trop de questions qui se posent sur lui. Mais encore une fois, qu'a fait la police ? Est-ce qu'on a essayé de reconstituer la vie et le passé de cet homme ? Essayer de retracer un lien potentiel avec Tania, Düsseldorf, ou l'ADN inconnu qui est sur la fameuse lettre, et qui reste à ce jour le seul indice potentiel de cette affaire ? Eh ben, on n'en sait rien. Tania avait 15 ans et rêvait de liberté. Au moment de sa disparition, elle était en désaccord avec ses parents sur les horaires de sortie et leur réclamait plus de souplesse. Et si le fait que ses parents campaient sur leur position et ne lui accordaient pas la liberté qu'elle demandait était l'élément déclencheur de la fuite de Tania ?
Alors, si c'est bien une fuite volontaire, Tania a dû la préparer en amont. Elle a aussi certainement dû se procurer une fausse pièce d'identité, avec un autre nom et une autre date de naissance, la faisant passer pour majeure pour pouvoir travailler. Mais dans ce cas, elle n'aurait pas pu faire tout ça seule. Il y a forcément une ou plusieurs personnes qui l'ont aidée et qui savent. Comme Patrick. Je crois pas à cette histoire de meurtre en forêt, encore moins à la suite, à la survie miraculeuse ou à leur fille. Cependant, je pense qu'il a pu croiser la route de Tania à un moment donné et qu'il essaye même de brouiller les pistes avec son histoire à dormir debout. Mais il est possible qu'il soit là ou l'une des personnes qui a aidé Tania à changer d'identité. Elle aurait également écrit et envoyé les lettres d'elle-même, histoire d'essayer de rassurer un peu ses parents, mais très maladroitement. En tout cas, si c'est bien Tania qui a décidé de disparaître pour changer de vie, elle a réussi, et tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'être heureuse. Tania, après le coup de fil à sa mère, prend son sac et part de chez elle. Elle se dirige vers son arrêt de bus. Mais alors qu'elle est en train de marcher, sur le trottoir, un homme surgit soudain d'une camionnette, l'attrape et la jette à l'intérieur. Il entre à son tour et referme les portes. Là, il la bâillonne, l'attache, puis ferme l'arrière de la camionnette avant de se glisser au volant pour l'emmener où il veut. L'enlèvement, je dirais barbare ou sauvage, comme ça n'est pas à prendre à la légère. Certains prédateurs sexuels sont capables d'attendre patiemment pendant des heures ou de rôder jusqu'à ce que l'envie d'attaquer une proie les fasse passer à l'acte. Dans ce cas, pour la victime, c'est vraiment se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais Tania aurait a priori disparu sur le chemin de l'école, comme cela est arrivé à de nombreux enfants et adolescents qui n'ont jamais été retrouvés. Le fait est que beaucoup d'entre eux ont aussi été enlevés par des tarés et agressés sexuellement, puis tués. Alors il y a vraiment de quoi se poser la question pour Tania. Il est aussi possible que quelqu'un lui ait proposé de l'amener à l'école, et qu'elle s'est fait enlever comme ça. Ensuite, il lui aurait fait écrire ses lettres pour que la police croie une fugue et ne recherche pas tout de suite Tania. Parce que s'il se trouvait dans cette rue ce matin-là, c'est qu'il habite forcément pas très loin. Alors il se rend lui-même à Düsseldorf pour expédier les lettres et ainsi éloigner le périmètre des recherches. Car même s'il a dû finir par tuer Tania, il est possible qu'elle soit restée captive un long moment, non loin de chez elle. Lorsque Tania a appelé sa mère, elle était de bonne humeur et joyeuse au téléphone. Et si Tania avait un rendez-vous avant d'aller à l'école? Un rendez-vous dont elle n'avait parlé à personne et d'où elle ne serait jamais revenue. Tania était très jolie et rêvait clairement de gloire, de strass et de paillettes. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas repéré Tania dans la rue et l'aurait abordée pour faire des photos par exemple? Ou pour soi-disant passer un casting? Voilà pourquoi Tania demande à ce que sa mère vienne la chercher. Même si elle lui a caché ce rendez-vous, elle a hâte de lui raconter comment ça s'est passé et peut-être lui annoncer le début de sa carrière. Mais ce rendez-vous est une grosse arnaque. En fait, Tania serait tombée dans un piège. Et après lui avoir fait subir des sévices sexuels, l'individu aurait fini par la tuer et se débarrasser de son corps, quelque part. Alors, quelle théorie vous a le plus convaincu? Théorie 1, la disparition volontaire. Théorie 2, l'enlèvement. Théorie 3, le rendez-vous fatal. Ou théorie 4, la vôtre. Et si vous avez votre propre théorie, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Pour voter, c'est très simple. Rendez-vous tout de suite dans l'onglet communauté de ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour un nouveau Cold Case.